Le mouvement culturel et artistique de la Renaissance naît en Italie au XVe siècle, communément désigné sous le vocable Quattrocento. Le retour à l'antique, l'essor de l'activité bancaire et du mécénat à Florence, notamment sous l'influence de riches familles patriciennes telles que la maison Médicis, et la naissance de comptoirs commerciaux en Méditerranée nourrissent le mouvement. Au XVe siècle, les prouesses de l'archéologie révèlent au grand jour des statues et des vestiges de l'Antiquité que les artistes vont prendre pour modèle. Les récits mythologiques vont également inspirer les artistes. Cette inclination pour des sujets non conformes à la religion va être renforcée par la notion d'individualisme, une doctrine philosophique, politique et morale qui place l'homme au centre de l'univers. Cette idée est en totale opposition avec la notion d'identité collective qui a dominé l'ère du gothique. Malgré ces bouleversements, l'Église parvient à maintenir les artistes sous son contrôle, lesquels se voient confier de nombreuses commandes. Mais la sécularisation de l'art est en marche. La pensée moyenâgeuse, centrée sur le fait religieux, est véritable creuset au sein duquel évoluaient des artistes sans liberté de création, ne résiste pas au mouvement d'émancipation des artistes qui s'autorisent à représenter des corps nus. Cela est d'autant plus visible en peinture et constitue une petite révolution quand on sait à quel point l'Église contrôlait le domaine artistique. Les progrès scientifiques réalisés au cours du XVe siècle ne sont pas étrangers à ce mouvement. Les nombreuses découvertes, l'imprimerie et les connaissances plus précises de l'astronomie poussent les artistes à reconsidérer leur vision de l'art. Ce sont les peintres vénitiens et florentins qui vont les premiers mettre en pratique cette conception scientifique de l'art pictural. Du côté de Florence, Tommaso di Giovanni Cassai di Masaccio, actif de 1417 à 1428, année de sa mort, va jouer un rôle de précurseur. C'est un pionnier de cette nouvelle orientation picturale. On lui doit principalement la décoration à fresques de la chapelle Brancacci, située au sein de l'église des Carmes, à Florence. Il sera suivi par d'autres, notamment Sandro Botticelli, né et mort à Florence. En 1470, il ouvre son propre atelier alors qu'il n'a que 25 ans. Très proche de la famille Médicis, il va bénéficier de nombreuses commandes qui lui apporteront la renommée à Florence. Il peint principalement des figures féminines, des paysages, ainsi que des scènes mythologiques. Les symboles humanistes et antiques sont légion dans sa peinture. La nature est également très présente. À Venise, l'approche est quelque peu différente de celle des autres cités-États de la péninsule italienne. Les marqueurs de la peinture vénitienne sont davantage les couleurs, le travail de la lumière, que les formes des objets.
Cela n'est pas étranger à la situation géographique de la ville, véritable comptoir commercial en mer Méditerranée et carrefour d'échange entre les continents européens, africains et asiatiques. Cela permet aux Vénitiens de découvrir et d'observer les produits venant des contrées lointaines, dont les matières, les confections et les motifs diffèrent grandement de la production locale, et de créer son style si singulier. Au XVIe siècle ou Cinquecento, la Renaissance va atteindre son apogée et les artistes leur plus grand niveau de perfectionnement. L'Italie renforce ainsi son statut de place centrale en Europe. Rome, avec les fouilles archéologiques permanentes qui font ressurgir régulièrement des vestiges et des statues datant de l'Antiquité, se substitue à Florence dans le rôle de capitale artistique. La volonté de reproduire avec exactitude l'Antiquité devient quasi obsessionnelle chez les artistes. La nature suggère des formes, et il faut les reproduire aussi fidèlement que possible, révéler toutes les nuances de l'aspect d'un corps humain ou de l'expression d'un visage. Les plis et les mouvements des vêtements et des étoffes sont minutieusement reproduits. Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, Véronèse et d'autres à leur suite vont magnifier la Renaissance et inspireront les autres pays d'Europe jusqu'à l'époque classique. L'évolution des techniques picturales n'est pas étrangère à ces modifications de très grande ampleur. L'amélioration de la peinture à l'huile d'abord, par le peintre flamand Jan van Eyck, permet aux artistes de mélanger les tons, de travailler les effets de lumière et de la couleur. Elle rend également plus aisé le travail de la perspective et permet d'augmenter la profondeur de l'espace. Le changement de support. Le panneau fait de bois est remplacé par la toile, qui permet de peindre avec davantage de souplesse. L'autre innovation du siècle est l'apparition d'académies de formation d'artistes professionnels. L'on y enseigne la technique picturale, bien sûr, mais également l'histoire ainsi que d'autres matières. Auparavant, les artistes débutaient comme artisans en entrant au service d'un maître au sein d'un atelier. Ils avaient des connaissances limitées des choses. Avec ces académies, on forme des artistes cultivés. La France suivra l'exemple de son voisin italien en créant un peu plus tard, au siècle suivant, l'Académie de peinture et de sculpture en 1648 et l'Académie de France à Rome en 1666. En Italie, les chefs de file vont, avec leur vision artistique particulière, transcender le mouvement. Léonard de Vinci, à la fois peintre, dessinateur, sculpteur, ingénieur et architecte, cet élève de Verrocchio va consacrer sa vie à l'étude de la nature et de ses manifestations. D'abord avec une approche purement artistique, puis il n'hésitera pas à franchir les frontières de l'art pour appréhender le sujet avec une approche scientifique. Il étudie alors l'anatomie de l'homme, la géologie, la géométrie, la physique et bien d'autres matières tout aussi techniques. Dans ses œuvres picturales, il utilise beaucoup le sfumato, technique qui permet en superposant des glacis de dresser des contours imprécis et adoucis. Ces travaux préparatoires font toujours l'objet d'études très approfondies.
Parmi ses œuvres les plus célèbres, nous mentionnerons La Scène, qui lui apportera une certaine renommée de son vivant et qui inspirera beaucoup d'autres peintres. L'autre grande œuvre de sa vie, non pas par ses dimensions, car il s'agit là d'un tableau de petit format, n'est autre que la Joconde, exposée au musée du Louvre à Paris. Ce portrait de Mona Lisa, femme de Francesco del Giocondo, marchand florentin, fascine des générations d'observateurs par son sourire énigmatique et le mystère qui entoure le lieu peint en fond de toile. Bien que la peinture ne fût qu'une activité parmi bien d'autres pour Léonard de Vinci, sa production picturale laisse entrevoir toute l'étendue de son génie. Michel-Ange. Artiste également polyvalent, il est à la fois peintre, sculpteur et architecte. Michel-Ange, avec son style si particulier, annonce le baroque. Après les passages dans les villes de Florence et de Bologne, il se rend à Rome, où il entreprend, à partir de 1508, la décoration de la voûte de la chapelle Sixtine au Vatican, et ce, à la demande du pape Jules II. Cette œuvre monumentale de l'artiste, réalisée sous forme de fresque, relate des épisodes de l'Ancien Testament. Elle sera achevée 4 ans plus tard, en 1512. Le génie de Michel-Ange réside dans sa capacité à associer au sein de son œuvre l'esprit de la Renaissance et celui du culte religieux. La beauté des corps humains au sein de l'œuvre n'a d'égal que l'esprit divin qui s'en dégage. On peut penser que ses talents de sculpteur influencent sa conception de la représentation des corps, dont la musculature est très souvent proéminente. Mais cette façon de peindre, créatrice de mouvement, fait de lui un précurseur du maniérisme qui développera la figura serpentina ou l'art de peindre les corps en spirale, avec cette propension à privilégier la forme au détriment de la couleur. Homme à l'âme tourmentée, Michel-Ange écrira dans l'un de ses nombreux poèmes, écrits entre 1507 et 1560, « Mon bien me vient du ciel et mon mal de moi-même, par ce vouloir infirme et qui m'a délaissé. Ma liberté s'est asservie, ma part mortelle est devenue mon Dieu. Ô malheureux état, pour quelle vie, quelle misère suis-je né ?» Enfin un mot à propos de Raphaël. Comme ses deux rivaux, il va apporter sa touche personnelle à ce grand courant qu'est la Renaissance. C'est à l'atelier du Pérugin, à Pérouse, qu'il va se révéler. Très précis dans sa manière de peindre, il possède déjà un magnifique talent. Il part ensuite s'installer du côté de Florence, où il va peindre une série de tableaux de Madone. En 1508, il est appelé par le pape Jules II pour décorer plusieurs pièces du palais pontifical. Il n'a alors que 25 ans.
Raphaël est un dessinateur capable d'observer et de s'approprier les qualités des grands maîtres afin de les restituer au sein de ses propres compositions. Il excelle également dans l'art du portrait et donne toujours à ses sujets des postures distinguées et honorables, toutes empreintes de grâce. Ses élèves et suiveurs furent nombreux, mais peu d'entre eux parviendront à l'imiter.